Merci Madame la Présidente, merci aux deux co-rapporteurs pour leur travail très précieux et qui soulève beaucoup de questionnements. L'homme est un loup pour l'homme et nous le savons, en tout cas moi j'en suis persuadé. Il n'y a qu'à regarder derrière dans nos rétroviseurs notre histoire, ne serait-ce qu'en pensant au nazisme. Vous vous souvenez ce qu'a pu faire une telle doctrine, aller exterminer des gens, voilà, la bombe atomique, qui finalement n'a pas été tirée par un parti totalitaire. Hein. Enfin, à ce moment-là, c'était quand même les États-Unis, les bombardements de populations civiles pour faire infléchir un adversaire, mais moralement et éthiquement, ça pose beaucoup de questions, mais qui ont été faits aussi par l'Occident à ce moment-là, enfin par les forces alliées aussi. Et c'est tout ça pour vous dire que les choses sont vraiment difficiles, et l'issue de tout ce que je vous raconte a quand même été vers le tribunal de Nuremberg, et qui a posé un certain nombre de choses, mais après les faits. Et je vous remercie dans votre démarche parce que vous suscitez l'envie de poser ça déjà en amont, avant que ça se fasse. Mais au fond de moi, j'ai bien peur qu'un jour, ça se fasse. Ça se fasse d'autant plus facilement que nous avons des groupes terroristes, nous avons des pensées totalitaires qui peuvent revenir à tout moment, et de façon hybride ou cachée, ils pourront faire usage des salas. Donc, il me semble effectivement, je rejoins vos recommandations, c'est-à-dire qu'il faut absolument, pour ne pas décrocher sur le plan stratégique, eh bien, continuer dans la recherche et le développement dans ce domaine. Alors, ma question serait, finalement, devrions-nous pas, pour justifier aussi cette recherche et ce développement et ne pas décrocher sur le plan stratégique, utiliser des SANA, c'est-à-dire pas des armes létales, mais de neutralisation, dans le sens où, finalement, l'aboutissement à la fin n'est pas forcément la mort, mais la neutralisation physique de l'ennemi. C'est une façon détournée, en tout cas, mais ouverte, hein, de toute façon, de maintenir un certain niveau et de pouvoir avoir la possibilité de faire face à des ennemis potentiels qui utiliseront certainement un jour ces moyens. Donc voilà, telle est ma question. En plus, une question qui peut s'inscrire dans le plan de relance, parce que c'est des activités duales aussi, c'est-à-dire qui peuvent être utilisées dans le milieu civil. Je vous remercie. Je partage totalement le pessimisme de notre excellent collègue Jean-Michel Jacques. Effectivement, il est à craindre, ou il est même certain, que ces armes se feront. D'autant plus qu'on connaît le contexte international qui est le nôtre, celui d'une crise du multilatéralisme. Le traité FNI est caduc, le traité ciel ouvert disparaît, START s'achève en 2021, donc ça veut dire qu'on risque de ne plus avoir de traité international pour les armes nucléaires stratégiques. Donc si on n'y arrive pas sur ce sujet, a fortiori pour les salas. Donc ma question concerne sur ce qui juridiquement peut être fait en ayant très clairement à l'esprit que de toute façon la vigilance s'impose, nous devons être prêts et en aucun cas nous ne pouvons abandonner à des compétiteurs stratégiques une innovation de rupture qui nous laisserait désarmés. Il y a un auteur qui est spécialiste du jus in bello, c'est-à-dire du droit international humanitaire, Jean-Baptiste Jean-Gène-Villemer, que vous avez peut-être auditionné, qui est directeur de l'IRSEM, et qui avait finalement constaté que le seul élément possible, c'était probablement d'avoir un code de bonne pratique sur le modèle du document de Montreux qui existe pour les sociétés militaires privées, et donc d'avoir la même chose pour ce type d'armes qui n'est pas en tant que tel du droit contraignant, mais qui sont des éléments d'interprétation si un jour un jugement d'ordre juridique devait être porté au titre du droit international humanitaire lorsque le comportement d'une puissance n'aurait pas été conforme à ce qu'était le droit international humanitaire. Donc que pensez-vous de cette solution du code de bonne pratique dont finalement les 11 principes pourraient être un élément de base? Je vais simplement remercier aussi Jean-Michel Jacques et Thiriot parce que je suis tout à fait d'accord
d'accord avec leur analyse et je crois qu'il faut vraiment qu'on se saisisse de ce sujet et des SANA parce que ne laissons pas une fois de plus passer le train. Je pense qu'il serait important de pouvoir le conduire. Chaque fois qu'on a inventé un système d'armes, un saut technologique, on s'est toujours posé la question de la moralité au début. Bon. On l'a fait lorsqu'on a inventé le fusil à poudre noire. On a considéré que c'était abominable parce que ça allait au contraire de la noblesse du combat qui était le combat au corps à corps. Bon. D'ailleurs, les premières arquebuses, les premiers mousquets, on s'en servait non pas pour tirer sur les gens, on s'en servait pour effrayer les chevaux. Bon. On sait ce qu'il en est advenu. Aujourd'hui, l'un des fusées les plus rapides, le FAMAS, tire, je crois, à peu près 1000 coups par minute. 1000 balles par minute. Bon. Il est normal qu'on se pose ces questions aujourd'hui aussi au niveau des systèmes d'armes automatiques, mais la réalité est toujours la même. Dans la guerre, ce qui fait la victoire, c'est la vitesse d'exécution. Bon. Et la vitesse d'exécution, nécessairement, sera améliorée par l'intelligence artificielle. On l'a déjà aujourd'hui, on l'avait souligné dans le rapport que nous avions rendu sur la numérisation des armées avec mon collègue Thomas Gassiou. Au niveau du Rafale, le Rafale a déjà en son sein, les leurres sont déjà automatiques. Pourquoi ? Parce que quand un missile est tiré vers l'avion, ce qui compte, c'est la rapidité à laquelle on a vu la cible et on lâche les leurres, qui permet d'éviter que l'avion soit touché. Et forcément, la machine est plus rapide à détecter et à tirer que ne l'est le cerveau humain. Bon. Il est évident que demain, sur ce type de système, si on peut également, à mesure qu'on a vu le missile arriver, lâcher le leurre et en même temps lâcher un autre missile qui va détruire le pas de tir qui vient de lâcher le missile qui s'est dirigé contre l'avion, on le fera. On le fera. Il ne faut pas se poser de questions. On le fera. Bon. Alors, la question est de savoir, effectivement, est-ce que ces systèmes d'armes automatisés sont souhaitables ? Non. Est-ce qu'ils sont évitables ? Non, pour la bonne et simple raison que si on ne le fait pas, on perdra le combat. Ce n'est pas simplement une question de décrochage industriel, ce sera, à mon sens, une question de victoire au niveau du champ de bataille. Est-ce que c'est dangereux pour l'humanité ? Ça, c'est une question qui est plus philosophique. Je dirais que si la machine est vraiment intelligente, c'est pas sûr. Ça dépend de la manière dont elle sera programmée par l'humain. Si elle réplique l'humain, oui, elle risque effectivement d'être dangereuse. Si elle est vraiment intelligente, c'est pas certain, parce que l'humain est quand même la seule espèce au monde à vraiment se faire la guerre pour se détruire, pour reprendre l'image qu'avait employée notre collègue Jean-Michel Jacques. Pour reprendre une première intervention donc de Jean-Michel Jacques, de Jean-Louis Thériault et de Patricia Miralles notamment, complétée par celle d'Olivier Becht. En fait, chers collègues, pour vous dire que notre rapport il se situe sur une forme de ligne de crête et sur un paradoxe, avec deux constats. Le premier, c'est que pour nous, les SALA n'existent pas et ils ont peu de chances d'exister, mais je pense qu'on sera d'accord en réalité, parce que dès lors que vous les définissez comme nous l'avons fait, comme la France l'a fait dans les instances internationales, en fait de manière pure et parfaite, c'est-à-dire une arme qui s'octroie ses propres normes. Bon, là, vous comprenez que d'un point de vue opérationnel, une arme qui s'octroie ses propres normes, on est quand même loin, parce qu'elle se retournerait potentiellement contre son concepteur, notamment. Donc, on est loin d'avoir un intérêt opérationnel. Par contre, on est tout à fait d'accord, l'autonomie des armes va façonner la conflictualité de demain. Et comme on vous l'a dit, c'est vraiment très important de voir cette autonomie comme un continuum. Ce n'est pas noir ou blanc. Je vais vous donner un exemple, chers collègues, d'une arme qui existe aujourd'hui, que vous pouviez trouver au Salon du Bourget la dernière fois qu'on y a été ensemble. C'est un exemple qu'on donnait régulièrement. C'est une arme, une bombe planante israélienne, qui s'appelle Spice 250. Elle a une portée de 100 km. L'arme compare en phase terminale ce qu'elle observe grâce à ses capteurs TV et à son image infrarouge avec une base de données embarquée comprenant jusqu'à 300 cibles modélisées en 3D. Elle offre une capacité de reconnaissance automatique de la cible qui lui a été désignée, laquelle peut se doubler d'une acquisition automatique. Si jamais la cible principale n'était pas trouvée, l'arme peut être programmée à l'origine pour attaquer une cible secondaire également en mémoire.
déjà utilisés en Syrie contre des PC de drones, etc. C'est pour vous dire qu'il est compliqué pour nous de vous dire aujourd'hui même non, ça existe, ça n'existe pas, etc. Il y a des variantes. Il a été très compliqué, par exemple, de savoir avec nos interlocuteurs, on a eu des réponses différentes à la question est-ce que cette arme contient de l'intelligence artificielle ? Avec la même arme, certains vous disaient oui, évidemment, d'autres vous disaient non, c'est de la programmation, etc. Donc vous voyez que la ligne de partage est compliquée. Et puis, pour continuer la réponse, c'est vrai qu'on se situe, cher Jean-Michel Jacques, dans nos réponses, dans le cadre d'une forme de tradition militaire occidentale où on a une ligne de commandement, un respect des règles d'engagement, etc. Mais ce que vous craignez d'advenir pourrait très bien apparaître dans le cadre d'un groupe armé terroriste ou dans une armée non conventionnelle, etc., qui ne s'ennuierait pas de ce genre de choses. Ou totalitaire, effectivement.